Bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir. Comme chaque vendredi, il en reste encore un avant la fin de l'année, vendredi prochain. Et après, évidemment, on sera tous occupés à d'autres choses, même si malheureusement, on ne sera pas dans des configurations habituelles. En tout cas, voilà, je voulais faire un point rapide avec vous sur à la fois la situation sanitaire ici localement, sur l'activité que j'ai menée tout au long de la semaine. Et aussi, aujourd'hui, comme la semaine dernière, comme il y a 2 semaines, on a deux invités exceptionnels, puisque je voulais vous parler d'un sujet qui est très important, qui est dans l'air du temps, mais qui est aussi une vraie nécessité, qui est celui à la fois des mobilités, et j'en parlerai dans 5 minutes, et avec une intervenante, avec deux intervenants d'ailleurs, qui sont une société colmarienne qui se présentera, et aussi, voilà, on est en plein cœur de l'activité économique avec une société colmarienne qui est en plein développement, qui crée de l'emploi, et en plus dans les domaines de la mobilité. Donc, c'est deux raisons pour lesquelles je souhaitais avoir à mes côtés la société qui se présentera dans un instant. En tout cas, rapidement sur la crise sanitaire, je sors d'une réunion en Zoom avec le préfet du Haut-Rhin, comme chaque semaine à la même heure. Pour ce qui est du local, eh bien, on est sur une situation un peu paradoxale par rapport au reste du pays. On est à peu près identique plutôt par rapport au reste du pays. La situation sanitaire montre que les chiffres sont en très légère augmentation. Euh, donc la situation se dégrade légèrement, mais elle se dégrade, y compris ici dans le département du Haut-Rhin, avec néanmoins un système, enfin, des services d'urgence qui ne sont pas saturés du tout, urgence et réanimation qui ne sont pas saturés, ça c'est plutôt évidemment la bonne nouvelle, mais pas saturés aussi parce qu'un certain nombre d'opérations ont été décalées. Donc voilà, c'est à peu près la même situation qu'au plan national, même si on a un taux d'incidence ici dans le département et plus globalement d'ailleurs dans le Grand Est, qui est assez sensiblement supérieur au taux d'incidence existant au niveau national. Si bien que, ben, on l'a entendu hier soir, le Premier ministre, hein, le relâchement qui avait été annoncé un peu plus large à partir du 15 décembre, eh bien, sera moins bon, puisque les chiffres sont en légère dégradation. Et donc, malheureusement, eh bien, on va subir un couvre-feu qui ne sera pas à 21h, mais à 20h à partir du 15 décembre. On n'aura déjà plus besoin de l'attestation, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle, et on sera plus limité à 20 kilomètres. En revanche, on n'aura pas de couvre-feu pour la soirée de Noël, donc on pourra tous passer un réveillon en famille. C'est moins marrant pour le 31 décembre, puisque le couvre-feu sera rétabli, contrairement à ce qui avait été voilà, évoqué le 31. Donc, en revanche, là, évidemment, on ne pourra pas faire la fête pour la nouvelle année en espérant que ces efforts, que voilà, ces situations difficiles eh bien, nous assurent une amélioration nette pour l'année prochaine. Moi, je continue à... Alors évidemment, j'ai une pensée ce soir pour les milieux culturels, hein, qui vont être touchés de plein fouet parce qu'on espérait tous, on espérait tous qu'au 15 décembre, eh bien, les musées puissent réouvrir, les théâtres puissent réouvrir, les cinémas puissent réouvrir. Ça ne sera pas le cas, visiblement pas avant au minimum le 7 janvier prochain. Voilà, j'ai vraiment une grosse pensée pour les milieux culturels parce qu'on sait bien que la culture souffre énormément et que c'est un secteur extrêmement important. On a ici localement à Colmar, dans la circonscription, dans le Haut-Rhin, énormément d'associations qui ne peuvent pas programmer de manifestations, de spectacles et c'est un vrai souci. Je comprends et en même temps j'ai un peu de mal à comprendre qu'on puisse pas aller dans un cinéma ou dans un théâtre. Moi, vous savez, je le dis chaque semaine d'ailleurs, mais je prends le train régulièrement. Les trains sont bondés. J'ai des gens à côté de moi dans le métro, d'ailleurs que je prends tous les jours à Paris. J'ai aussi des gens tout autour de moi. Il n'y a pas d'obligation de respecter la moindre distanciation, à part évidemment ce qui est normal, porter le masque. Donc je vois pas, je comprends pas. C'est pas plus dangereux d'être collé à quelqu'un dans un train ou dans un métro que de respecter une rangée sur deux, par exemple, dans un cinéma ou dans un théâtre. Mais voilà, ça fait partie des anomalies d'un pays très
suradministrée avec parfois des décisions très technocratiques qui sont difficiles à comprendre. J'ai une pensée bien sûr aussi pour tous les commerces et services qui continuent à être fermés, hein. Évidemment les restaurants, les bars. Vous avez vu, parce que souvent vous m'entendez émettre des critiques, hein, ou des positions qui ne sont pas conformes à ce qui est au niveau national. C'est mon rôle, hein, aussi d'élu, de dire ce que j'entends, de dire ce que je pense, et même sous forme de critique. Mais mon rôle aussi, c'est de faire des propositions. Et vous avez vu tout au long de la semaine, si vous suivez mes publications Facebook, ou si vous allez voir sur ma page ou mon profil, je fais aussi, nous faisons avec mes collègues du groupe Les Républicains, des propositions. Et j'ai tenu toute la semaine à faire un certain nombre de propositions dans tous les domaines. Par exemple, ce qu'on demande, nous, c'est qu'il y ait un nombre de tests, que toute la population soit rapidement et testée. Parce que en testant les gens, eh bien, ça permet de mettre de côté, d'isoler les gens qui sont testés positivement et d'éviter qu'ils ne contaminent les autres, tout en laissant travailler et se déplacer librement ceux qui ne sont pas testés positivement. Donc le test, nous, on a beaucoup insisté là-dessus. Il faut tester la population, il faut isoler ceux qui sont touchés par le Covid, y compris en ouvrant éventuellement, quand c'est nécessaire, des hôtels spécialisés. Enfin, tout au long de la semaine, nous avons fait des propositions, pareil pour la réouverture des restaurants, globalement. Et puis, on a vécu un autre événement majeur, semaine après semaine, d'ailleurs, c'est toujours le même. On a tous été beaucoup choqués, j'ai été choqué, mais comme vous, sans doute par les manifestations de la semaine dernière à Paris. Là, pour le coup, d'ailleurs, il n'y a plus de règles de distanciation sociale, hein. On peut avoir des milliers de gens au mètre carré, ça ne gêne personne, alors qu'il y a des normes à respecter dans les commerces, qu'il y a certains... Enfin, voilà, encore une fois, on continue de voyager en absurdie. Donc, on a ces manifestations qui, en plus, dégénèrent systématiquement par des combats de rue. C'est extrêmement choquant, c'est inadmissible dans un état de droit, dans une république, on ne peut pas accepter ça. Et ce qui m'énerve, c'est qu'un certain nombre d'auteurs, c'est ce qu'on appelle les black blocs, hein, c'est des mouvements d'extrême gauche, des anarchistes qui ne sont pas là pour manifester, qui sont là pour casser les manifestations aussi, mais qui sont là pour casser tout court, casser du flic, casser nos institutions, remettre en question notre République. Eh bien, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'individus, il y en a 200 ou 300. Un certain nombre d'entre eux sont identifiés. Je ne comprends pas qu'ils ne soient pas interpellés, qu'ils ne soient pas mis hors d'état de nuire. On n'a pas besoin de lois supplémentaires, les dispositions législatives existantes suffisent. Moi, je demande, et j'ai demandé tout au long de la semaine au gouvernement d'être très ferme là-dessus et de mettre en place des brigades destinées à interpeller ces individus et les mettre rapidement et fermement hors d'état de nuire. Ce n'est pas possible de continuer comme cela. J'ai une pensée aussi pour tous les commerçants qui, pour certains, peuvent ouvrir, mais qui le samedi, quand ils sont sur le passage des manifestations, eh bien, ne font pas 1 euro de chiffre d'affaires quand ils n'ont pas leur vitrine ou leur magasin saccagé. C'est vraiment une situation insupportable. C'est un manque d'autorité, c'est ce que je dénonce régulièrement. Et là aussi, tout au long de la semaine, j'ai fait un certain nombre, avec mes collègues, on a fait un certain nombre de propositions pour que le gouvernement se saisisse vraiment du problème. On n'est pas suffisamment entendu. On va continuer. Mais ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à suivre mes publications et vous verrez que effectivement, on a des propositions concrètes. On n'est pas juste dans l'opposition. Je voulais également vous parler d'un point important. Ce matin, en tant que conseiller départemental, j'ai assisté à la dernière réunion plénière du conseil départemental du Haut-Rhin, puisque à partir du 2 janvier, donc dans 21 jours très exactement, eh bien, nous serons dans le cadre de la collectivité européenne d'Alsace, la CEA. On recrée en quelque sorte l'Alsace. C'était une volonté forte de notre part et c'est répondre au désir d'Alsace que vous exprimez très majoritairement les uns et les autres. J'ai clairement dit que j'étais favorable bien sûr à cette création et j'y participerai à partir du 2 janvier prochain. Mais pour moi, ça n'est qu'une première étape. Aujourd'hui, la collectivité européenne d'Alsace
n'a pas suffisamment de pouvoir. Pour moi, l'idée, c'était de renforcer les compétences et de recréer l'Alsace, puisque je n'ai jamais accepté que l'Alsace soit dissoute dans ce grand magma qu'on appelle la région Grand Est, qui va voilà, du fin fond du Sundgau jusqu'à quasiment à l'Île-de-France. C'est un non-sens total. Pour moi, ça ne fonctionne pas correctement. Et donc, moi, je prône toujours la sortie du Grand Est et avec la création d'une vraie Alsace. Donc, la CA n'y répond que partiellement. Deuxième point qui m'importe particulièrement, c'est la décision sur le siège. Je suis réintervenu ce matin en séance pour demander à ce que le siège de cette collectivité soit non pas à Strasbourg, mais à Colmar. Ce n'est pas une question d'ego uniquement et pour défendre Colmar, c'est aussi parce que voilà, Colmar est une ville très administrative. On a beaucoup d'emplois de gens qui travaillent dans des administrations. Et si on commence à détricoter le rôle administratif de Colmar, eh bien, on risque de porter atteinte aux emplois et à la pérennité de la ville, raison pour laquelle c'est important. Et puis aussi, si on veut faire adhérer l'ensemble des Alsaciens à ce magnifique projet qui est la collectivité européenne d'Alsace, la CEA, eh bien, encore faut-il qu'il n'y ait pas de déséquilibre territorial, parce que ça servirait à rien eh bien, de demander des pouvoirs supplémentaires pour les concentrer tous à Strasbourg. Strasbourg est déjà capitale européenne, Strasbourg est capitale de la grande région. Il serait pas logique de tout concentrer à Strasbourg. J'ai rien contre nos amis barinois ni strasbourgeois, c'est pas la question. C'est une question d'équilibre territorial, d'équilibre géographique pour que tout le monde se sente concerné par ce beau projet. Je l'ai redit ce matin. Et au final, voilà, en France, voilà, l'objectif de cette grande collectivité, c'est également d'apporter des simplifications, d'apporter des économies. On est là encore, on parle beaucoup du millefeuille administratif qui nous coûte cher en termes d'impôts, qui coûte cher à nos entreprises, qui coûte cher à nos concitoyens. Et là aussi, cette nouvelle collectivité doit apporter un certain nombre de réponses sur ce sujet. Et je termine sur le point aussi que j'ai évoqué hier dans mon direct devant le ministère des Finances et de l'Économie à Bercy. J'y reviendrai un peu plus longuement la semaine prochaine. Mais vous m'avez entendu pendant la campagne électorale, je faisais de l'économie une priorité. Et notamment, je disais qu'il faut réindustrialiser notre pays et je pensais tout particulièrement, bien sûr, à la circonscription dans laquelle j'ai été élu, dans laquelle vous m'avez élu. Et je souhaitais donc me concentrer là-dessus, raison pour laquelle, il y a maintenant un mois, j'ai rencontré, parce que voilà, un député doit avoir des réseaux, j'en ai quelques-uns et je les utilise pour défendre mes convictions et défendre ma circonscription. J'avais rencontré un haut conseiller à l'Élysée. J'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que des fois, il vaut mieux être discret si on veut faire avancer les choses. Maintenant, je peux le dire. Il y a un mois, j'ai été reçu à l'Élysée pour défendre un certain nombre de points qui concernent la circonscription, et notamment le dossier de la pré Fessenheim et de la réindustrialisation du secteur de Neuvrisac, de Balgo, d'Aiteren, de tout ce qui se situe au bord du Rhin, mais également de Colmar. Et suite à cet entretien que j'ai eu à l'Élysée pour défendre ce dossier-là, eh bien, j'ai eu un rendez-vous hier après-midi donc au ministère des Finances et de l'Industrie et de l'Économie, avec des conseillers de Bruno Le Maire, avec des conseillers de Pannier-Runacher, qui est la ministre de l'Industrie. Je dois dire que j'ai eu un très très bon accueil. On a vraiment pu avoir un échange constructif. Je leur ai remis un dossier. Ils ont été très attentifs sur les points que j'ai développés hier pendant le rendez-vous. J'ai parlé à la fois du souhait de voir s'implanter ici dans le secteur des laboratoires, de la pharmacie, parce qu'on s'était aperçu, le président de la République qui disait que 80% de nos médicaments sont fabriqués en Chine, qu'il fallait relocaliser. Et nous, à quelques kilomètres de Bâle, je l'ai dit pendant toute la campagne, on a des vraies opportunités. On est le deuxième secteur d'activité, il faut le savoir, en Alsace. Après le secteur automobile, c'est le secteur de la pharmacie. On a déjà des laboratoires, on a déjà des centres de recherche, on a l'université, on a tout un écosystème qui doit nous permettre de jouer cette carte à fond. Et je l'ai défendu hier au ministère, comme j'ai défendu également la création d'une centrale méthanisation hydrogène pour produire de l'énergie et pour créer également des emplois. J'y reviendrai plus précisément, mais c'était un
rendez-vous très important qui, je pense, qui, je l'espère, et en tout cas j'y veillerai, fera avancer le dossier. Mais je reviens à nos amis que j'ai invités ce soir à notre Zoom concernant une discussion qui est importante aussi, qui concerne les mobilités. Vous savez, les choses évoluent, mais moi je dis toujours qu'il faut tout faire pour développer des modes alternatifs à la voiture, moins polluants, plus respectueux de l'environnement, mais sans pour autant jeter l'opprobre sur l'automobile. Et il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. D'ailleurs, dans une même journée, on peut être à un moment donné automobiliste, 5 minutes après utilisateur de vélo ou de trottinette, on y reviendra, ou utilisateur de transport en commun. Et voilà, il faut que ça se fasse de manière sans opposer les uns aux autres, d'autant plus que quand on parle de développement durable, il ne faut jamais oublier qu'il y a une dimension économique et sociale dans le développement durable et que l'automobile est le premier secteur d'activité chez nous en Alsace, notamment avec PSA, mais avec tous les sous-traitants qui tournent autour, par exemple, mais il n'y a pas que PSA. Ça représente des centaines de milliers d'emplois, donc on n'a pas intérêt non plus à casser cette industrie-là, parce qu'on casserait les emplois, ce qui n'est pas possible. Mais trouvons ensemble des solutions pour nos villes ne peuvent plus effectivement vivre avec toujours plus de voitures dans les centres, toujours plus de voitures dans les parkings. Il faut trouver des solutions alternatives. Faisons-le ensemble, intelligemment. En tout cas, gérons l'espace intelligemment. C'est ma vision des choses. Et c'est pour avoir ce débat avec vous que j'ai demandé à Fanny Verret, présidente d'e-mobilité Shop, installée rue des Marchands, d'être à mes côtés pour à la fois parler de son entreprise et également répondre à vos questions. Fanny, je te passe la parole. Merci Yves, merci à toi déjà pour toutes les informations que tu nous as partagées. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas toujours le temps de suivre tout ça avec l'activité qu'on a, je te l'avoue. Merci. Et surtout un grand merci de nous accueillir ce soir et de nous permettre de présenter cette belle entreprise qui a maintenant 6 années d'expérience derrière elle. Alors si je vais parler évidemment du produit et de notre activité, peut-être en tant que femme aussi, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve qu'on vit aussi une aventure humaine que j'ai envie de mettre en avant parce que tout a démarré il y a 6 ans avec ces 2 hommes. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de présenter Laurent qui du coup était à mes côtés. Tellement évident, ouais, tout à fait. C'est un de nos associés. Mais je vais vous raconter tout ça depuis le début, comme tu m'en laisses le temps et l'opportunité. Donc, le fondateur de la société que tu connais, donc c'est Karel, mon conjoint que j'ai rencontré il y a 6 ans et qui s'était lancé dans cette aventure avec son associé André. Donc, on est aujourd'hui 4 pilotes de cette belle entreprise avec des casquettes différentes. Karel, le fondateur, développeur et qui est sur la partie financement et développement. André qui est sur la partie informatique. Laurent qui est arrivé pour la partie qualité et développement également. Et moi, j'ai le beau rôle de coordonner tout ça avec notre belle équipe et pour toute la partie aussi ressources humaines. J'aime beaucoup raconter cette histoire parce que quand j'ai rencontré Karel, c'est vrai qu'il était avec cette vision de visionnaire assez folle. On traversait Paris et on ne voyait encore aucune trottinette électrique à ce moment-là. Et en m'emmenant dans ces rendez-vous qui étaient censés être amoureux, finalement, il avait sa trottinette Itwo parce que ça a été cette marque qui lui a donné envie de développer ce marché parce qu'il était déjà convaincu il y a 6 ans qu'on allait connaître un changement de paradigme dans la mobilité urbaine. Et donc, il a commencé à démarcher tous les magasins parisiens et tant d'autres avec la première Booster qui a permis de faire connaître sur le marché de la mobilité enfin un produit digne de ce nom, une trottinette électrique digne de ce nom dont les utilisateurs pouvaient enfin se permettre de se déplacer pour les petites, moyennes distances, pour aller au travail de manière générale, d'un endroit A à un endroit B, avec toute la sécurité, le confort, la puissance qu'on attendait de ce genre d'engin. Et donc, on avait le service technique dans le salon, le SAV dans la cuisine. On a embauché notre premier employé en octobre 2016.
Ensuite, on a eu notre premier technicien en juin 2017. C'est là qu'on a pris nos locaux Galerie des Marchands, dans la rue des Marchands, donc au plein centre de Colmar. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe de 25 collaborateurs, dont aussi 5 collaborateurs qui sont en Chine sur la partie qualité, commerciale et autres. Donc, j'ai parlé d'Itwo. C'est la première marque qui nous a permis de démarrer l'activité et de nous lancer dans cette aventure. Une trottinette compacte, légère, performante. On a ensuite commencé à distribuer la marque Z. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est déployé non pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et ensuite, j'ai rencontré Laurent à la Foire au Vin, le lieu de rencontre de Colmar. Malheureusement, pas cette année. Voilà, avec ces draisiennes que j'observais avec curiosité, évidemment, avec l'activité qu'on a. Et il y a souvent, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, j'ai l'habitude de dire. Et c'était donc en juillet-août 2019. Et on a discuté une demi-heure, 1 heure de temps. Et l'instinct ou autre, et nos discussions m'ont dit qu'un jour, il allait nous rejoindre. Et il a rejoint notre équipe avec la marque One Mile, donc il a commencé plutôt avec les draisiennes électriques en janvier de cette année. Et on s'est aussi mis à développer du coup une trottinette électrique et le speed bike. Donc aujourd'hui, on a une gamme de produits qui fait non seulement la trottinette, mais aussi la draisienne électrique et les nouveaux speed bikes qui arrivent en 2021. C'est quoi des speed bikes? Speed bike, c'est un vélo électrique, mais qui répond à une réglementation plutôt de la moto ou du scooter. Ah, c'est les grosses roues, c'est ça? Voilà, et qui roule jusqu'à 45 km/h et qui, du coup, a une réglementation route d'homologation comme un cyclomoteur. D'accord. Mais il y a quand même des pédales. Voilà. Alors, clairement, aujourd'hui, on est dans un niveau de trottinette draisienne, speed bike, on est dans le haut de gamme. C'est vrai qu'on a la fierté de dire qu'on est dans des produits de qualité, de sécurité. On a un contrôle qualité de nous-mêmes dans les usines en Chine pour offrir aux utilisateurs et au marché les produits à la hauteur des attentes des utilisateurs d'aujourd'hui et de demain. Oui. En Chine, pourquoi en Chine? Parce qu'il n'y a pas de production ici en Europe? Parce qu'on a commencé à travailler de cette manière, parce que les coûts en Europe aujourd'hui généreraient des coûts de produits qui démultiplieraient à ce jour les prix qu'on peut proposer aujourd'hui, mais on a bien évidemment en tête de pouvoir un jour passer à la fabrication, à la production ici, et pourquoi pas même ici, même à Colmar. Aujourd'hui, on est déjà tout à fait capable, et c'est ce que nous faisons, de concevoir d'ores et déjà, en tout cas de design et de produire de l'ingénierie vraiment en vue d'avoir ensuite de la production de masse, mais qui, par contre, donc ça, c'est tout ça, on le fait en France, par contre, la production de masse reste en Chine. Il n'y a pas de filière en Europe aujourd'hui pour tout ce qui est composants électroniques. Pour tout ce qui est composants électroniques, c'est clairement pas encore possible. On sera les premiers à mettre en place quelque chose lorsque cette filière sera créée, mais à nous seuls, on est incapable de le faire. Mais évidemment, chaque mois, je dirais, on ne cesse que de prendre toujours encore plus de poids dans notre développement ici en France. Et c'est notre force, et on est très peu en France, dans le monde de la micromobilité, et je dirais même en Europe, on est très peu à avoir cette capacité à développer par nous-mêmes, ici, des produits qu'ensuite on met sur le marché, bien qu'ils aient été fabriqués en Chine. Il y a le fabriqué en Chine et ensuite il y a le produit chinois. Voilà. Nous, c'est un produit conçu, pensé à l'européenne et qui est fabriqué en Chine. C'est complètement différent. Et j'aime aussi dire que il y a une partie aussi business sur lequel certaines personnes ont envie de surfer parce que ça peut, selon la manière de gérer, être fructueux. Mais l'essence de notre activité n'est pas seulement dans l'entreprise même, elle est dans la construction du marché, dans l'éducation de l'utilisateur face à
à la prévention, à l'utilisation du produit et aux produits que nous-mêmes on propose aujourd'hui sur notre site. Et c'est quoi le profil des acheteurs finalement de vos produits? Eh ben, Vaste question. quel est le profil des gens qui roulent en vélo? Quel est le profil des gens qui se déplacent en voiture? Donc ça veut dire que c'est 18, très vaste. Exactement. Ça va de non, parce qu'on a l'impression que ce sont essentiellement des jeunes. Ça dépend du produit déjà. Alors, comme on a justement une large gamme, que ce soit dans le design comme dans même l'utilisation qu'on va pouvoir en faire, on ne cesse que d'élargir. Déjà, le monde de la micromobilité s'ouvre à un public qui est toujours plus large. Toujours plus large. Et nous, en parallèle, on ne cesse que de développer notre offre aussi, à l'élargir. Donc, c'est vrai que c'est assez délicat de pouvoir donner un type. Mais 7 à 77 ans et plus, c'est sûr. Enfin, pas 7, pardon. On va dire de 12 à 77 ans et plus, ça, c'est certain. Et Karel va sourire en entendre ça parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup dire. Il y a maintenant 25-30 ans, on a connu le changement de paradigme en termes de communication quand le téléphone portable est arrivé sur le marché, c'est démocratisé. Les téléphones portables ont fait de nous des super communicants. Aujourd'hui, la trottinette... On est tous un peu dépendants, parfois un peu trop, moi-même aussi. Exactement, à qui le dis-tu? Mais la trottinette électrique draisienne, même le speedback mais à un moindre niveau, en tout cas la trottinette et la draisienne, fait aujourd'hui de nous des super piétons. Je peux parler de ma propre expérience. Je sais, je traverse Colmar. Je sais que si je devais faire mes déplacements en voiture, je fais l'exemple du centre-ville jusqu'à la gare, chercher ma voiture, traverser la ville entre les feux rouges, la circulation, trouver une place de parking, payer la place de parking. En voiture, ça me prend entre 15 et 20 minutes. Quand je prends ma trottinette, ça me prend entre 2 et 3 minutes. Donc, je divise mon temps. Et tu pollues pas. Exactement. Et je n'ai pas non plus à payer ma place de parking. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'après, ça génère un certain nombre de questions. D'ailleurs, je vais vous en lire un certain nombre. Ça permet de lancer aussi le débat. Il y en a une, on me dit, donc on entend beaucoup parler d'accidents avec des trottinettes électriques, des problèmes de cohabitation entre effectivement piétons, voitures, trottinettes. Notamment, c'était beaucoup le cas à Paris avec les trottinettes mises en libre service. Comment régler le problème de sécurité que posent ces nouvelles formes de mobilité? Et voilà, c'est la question sur la cohabitation. C'est vrai que de temps en temps, on entend beaucoup ces trottinettes, mais c'est à mon avis plus lié aux utilisateurs eux-mêmes parfois. On a l'impression qu'elles viennent envahir un peu l'espace, notamment l'espace piéton. Vous en pensez quoi? Alors déjà, c'est très intéressant de parler de ce fameux espace piéton parce que depuis maintenant plus d'1 an, une réglementation est sortie. On a vécu pendant plusieurs années dans ce qu'on appelait une zone grise. Il n'y avait pas vraiment de réglementation et on était dans une forme de tolérance par rapport à différents usages. Depuis, et on a fait partie de ces sociétés à militer pour avoir justement une vraie réglementation parce qu'on n'est pas un effet de mode là. Donc, on a depuis maintenant un peu plus d'1 an une réglementation. On est dans le code de la route. Les trottinettes ne sont pas faites pour rouler, donc ne sont pas autorisées pour rouler sur les trottoirs. Elles peuvent et elles doivent d'abord en priorité rouler sur les pistes cyclables lorsqu'elles existent. Lorsqu'il n'y en a pas, elles sont autorisées à rouler sur la route, sur des zones à 50 km/h. Voilà, déjà ça a été... Et avec ou sans casque? Alors, le casque n'est pas obligatoire. Par contre, il est fortement recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Alors, pourquoi il n'est pas obligatoire? Sauf si on a moins de 12 ans, je crois, non? Je me trompe? Alors, de toute façon, la réglementation, normalement, elle concerne les personnes à partir de 12 ans. Donc, en dessous de 12 ans, c'est une autre forme de responsabilité. C'est sous surveillance des parents. On est dans un autre domaine. Mais pour la mobilité électrique, aujourd'hui, c'est à partir de 12 ans. Il y a aussi, évidemment, que le casque. Alors, le casque n'a pas été rendu obligatoire parce qu'il ne l'est pas pour le vélo. Donc, le but, c'est qu'il n'y avait pas à discriminer plus un mode de quelqu'un d'autre. Maintenant, les accidents, il y en a eu. Il y en aura encore, c'est évident. Il y a un chiffre tout simple qui est important. En 2019, c'est une statistique officielle du gouvernement, il y a eu 10 morts.
en trottinette. Ça a fait un bruit comme s'il y en avait eu certainement 1000 fois plus. Mais je pense que c'était lié à l'absence de réglementation aussi. Exact. Alors, qui fait qu'on en parlait beaucoup. Pour 1 million d'usagers, parce que là, on peut mettre tous les trotteurs qui sont non motorisés, hein, mais qui sont quand même qui sont très nombreux. Donc, c'est vrai que ça a fait grand bruit parce que c'est quelque chose de nouveau. Et sur ces 10 morts, les 8 étaient dans des grandes agglomérations comme Paris et Lyon. Ils n'avaient pas d'équipement de sécurité. Et la plupart du temps, c'était un conflit entre une zone piéton et une zone route. Donc, ça arrivera encore. Mais le pourcentage reste faible quand même. En fait, c'est comme, voilà, on voit tous, hein, il y a des utilisateurs de vélos. C'est ce que je disais là, ça repose sur la responsabilité et le respect du code de la route. Le code de la route, il est fait justement pour permettre une cohabitation harmonieuse entre les différents modes de déplacement. Hein, c'est ce que je disais avant. On observe des vélos qui parfois brûlent les feux rouges, mais des voitures aussi d'ailleurs. Je veux dire, voilà, c'est sûr que si tout le monde respecte la réglementation, je pense qu'il n'y a effectivement pas de problème de cohabitation. Exactement. Et je rappelle que, je ne sais pas si tu l'as dit parce que je ne l'ai pas entendu, mais les 10 morts, c'est sur 1 million d'usagers. Voilà. Oui, il l'a dit. Ouais. Okay, d'accord, très bien. Et on a aussi observé, tu sais que les flottes, les trottinettes de location ne génèrent pas du tout la même conduite, la même posture de l'utilisateur. Ouais. Non seulement on n'a pas le même produit, avec la même qualité, qu'ils ne peuvent pas se permettre de mettre des produits aussi qualitatifs en si grand nombre dans les villes au prix auquel ils sont loués et en sachant tous les dégâts, les destructions qu'il y a derrière. Hein. Et surtout, l'utilisateur qui va avoir sa trottinette électrique, qu'il l'aura achetée, elle sera à lui, il s'identifiera à elle, il va avoir une toute autre posture, utilisation, conduite, conscience de son utilisation. Mais même pour les trottinettes en libre service, moi j'ai l'exemple de Paris où je passe maintenant pratiquement 3 jours par semaine. Voilà, je m'aperçois que par rapport à il y a un an, la situation a radicalement changé. Hein. On ne voit plus du tout les trottinettes comme ça jetées sur les trottoirs n'importe où. Il y a eu aussi des mesures qui ont été prises et du coup ça se passe plutôt bien actuellement hein, par rapport à il y a un an. Hein. Ils ont réduit 15 enseignes à 3. Il me semble. Oui, aussi, ouais. C'est beaucoup mieux organisé. Je continue dans les questions. Est-ce que vous avez des boutiques où vous vendez exclusivement en ligne? Alors, on vient de sortir. Donc, on a commencé avec Itwo, le site de vente en ligne, il y a maintenant 5-6 ans. Quand on a démarré avec la marque Z0, il y a 3 ans, on a donc créé un second site marchand. Et quand Laurent est arrivé avec la marque One Mile, je dis attendez, non seulement on a d'autres développements de trottinettes qui vont arriver, on ne va pas créer un 3e site marchand et donc on s'est lancé dans le projet d'e-Mobility Shop, qui aujourd'hui est un site multimarque qui est à la fois destiné aux particuliers qui veulent commander en ligne, mais on a aussi développé tout un réseau de revendeurs en France et en Europe. Et on espère début 2021 ouvrir notre boutique en direct au centre de Colmar pour permettre aux utilisateurs, aux curieux de cette nouvelle de déplacement de venir nous voir. Très bien. Est-ce que ces alternatives électriques durent vraiment dans le temps par rapport à des vélos, par exemple, c'est une question de la batterie, qui n'ont pas forcément d'électronique à l'intérieur, qui peuvent tomber en panne. J'ai l'exemple d'un… La fiabilité. Ouais. J'ai l'exemple d'un utilisateur de notre trottinette Itwo qui l'a acheté il y a 3 ou 4 ans, ça j'ai un doute, qui nous a envoyé son kilométrage. C'est même sur notre page Facebook d'Itwo France. Il a fait 10 000 km avec sa trottinette. Et donc, ça fait 3 ou 4 ans qu'il roule avec. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas de SAV, qu'il ne peut pas y avoir une panne, un problème de batterie. Aussi l'utilisation de sa batterie. Vous savez, on sait tous que de charger son téléphone toute la nuit durant va user sa batterie bien plus rapidement que si on fait une recharge et qu'on enlève le chargeur quand la batterie est chargée à bloc. Sur le marché, il y a à boire et à manger. Il y a encore et beaucoup de produits pas chers qui restent, parce qu'on vient de là au départ, il faut l'admettre, des jouets. Et il y a encore des produits qui viennent du marché du jouet, qui ne répondent à aucun critère de qualité, de contrôle, de quoi que ce soit. Et puis après, ce que nous voulons développer, pourquoi? Parce qu'on n'est pas là par opportunité de quelques années,
On est là pour s'implanter durablement, comme on l'est déjà, et on a une croissance forte du marché, donc on attend au moins la même de notre entreprise. Et pour ça, il faut savoir aussi renouveler nos clients. Il faut que nos clients veuillent revenir chez nous. Et aujourd'hui, ils ne reviennent pas souvent quand même, du coup, parce qu'ils la gardent assez longtemps, leur trottinette. Ouais. Mais voilà, par contre, la seule condition, effectivement, c'est d'en assurer un minimum à l'entretien. Mais alors justement, pour les recharges, on me demande si ça serait possible d'imaginer des stations de recharge de trottinettes, comme ça existe pour les voitures. Voilà, bon, ça, c'est une question qu'il faut poser. Ce qui se passe, c'est qu'elles ont des ports de charge qui sont différents. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Il n'y a pas de standardisation. Qui sait, peut-être que si on développait la marque One Mile avec l'aide de certaines municipalités, on pourrait peut-être développer de manière assez grande pour pouvoir proposer ces Mais cela dit, on a aujourd'hui quand même, on voudrait éventuellement, on peut se poser cette question-là, mais si on le regarde un peu à l'envers, la technologie des batteries nous apporte aujourd'hui des autonomies qui sont X fois supérieures à ce dont on a réellement besoin. C'est quand vous achetez aujourd'hui une voiture électrique, vous voulez qu'elle ait 500 km d'autonomie, vous en faites 50 ou 100 par jour. On a des fois cette même réaction de consommateurs avec les trottinettes. Ce qu'on apporte aujourd'hui avec nos batteries, y compris pour les véhicules les plus légers, on fait déjà plus de 25 km par jour. Et pour ceux qui ont des contraintes, par exemple, d'une trottinette qu'on n'a pas envie de porter au 4e étage sans ascenseur chez soi pour la recharger, on vient de développer récemment une trottinette où la batterie est amovible et elle fait 3 kg, vous la prenez dans la main, vous la montez, vous la branchez dans la cuisine ou dans le salon, et la trottinette reste par exemple au rez-de-chaussée ou dans une cave. Quand on habite dans un immeuble. Travailler sur des solutions comme ça pour que ce soit des véhicules que vous rechargez toujours près de vous, plus que de partager des systèmes parfois peu fiables pour être dans la rue. Alors, la dernière question, c'est que fait-on avec les batteries quand il faut les changer? C'est effectivement un problème qui ne touche pas que les trottinettes, d'ailleurs, qui touche les voitures aussi. C'est le recyclage des batteries, oui. C'est une bonne question. Bien sûr. Alors là, dans ce cas-là, il faut penser à acheter sa trottinette auprès d'une entreprise qui est dans un environnement vertueux et qui a une conscience avec l'environnement. Et si on le dit, tiens, par hasard, on considère qu'on en fait partie. Parce que nous adhérons aujourd'hui, et c'est un devoir qu'on a, nous adhérons à une filière de recyclage à la fois sur le produit, mais nous avons aussi en place un système qui nous permet de gérer le recyclage de la batterie. Donc, on fait appel à des professionnels pour cela. Ce qui veut dire que quand vous achetez une trottinette chez nous, un jour, vous avez une batterie complètement HS ou vous n'avez plus besoin de ce véhicule, il faut pouvoir le retraiter, le recycler. On s'en occupe. Et pour ça, on adhère et ça coûte de l'argent, comme n'importe quel metteur sur le marché de véhicules, que ce soit une moto, une voiture ou une trottinette. Mais on le récupère et ça doit rien coûter à l'utilisateur. D'ailleurs, j'embraye dessus. C'est un sujet que j'ai évoqué hier dans mon rendez-vous à Bercy, dans le cadre de la reconversion de l'après Fessenheim. Mais il y a aussi des idées qui pourraient, à un moment donné, aboutir et qui seraient intéressantes. C'est parce qu'effectivement se pose la question du recyclage des batteries, notamment par rapport au développement des voitures électriques. C'est des centres où on récupérerait des anciennes batteries qui ne sont plus suffisamment puissantes pour alimenter une voiture, ou une trottinette ou un vélo, mais qui ont encore une capacité d'émettre de la puissance et de les mettre, j'allais dire, en batterie, sans jeu de mots, mais les unes à côté des autres pour créer de l'énergie. Il existe des initiatives de ce style-là et ce serait intéressant d'avoir un développement notamment industriel sur le territoire. J'ai évoqué le sujet hier avec mes interlocuteurs à Bercy. Et Yves, si je peux me permettre, je veux juste rajouter quelque chose qui est très important, parce qu'il y a certes une filière de recyclage qui est en train de se mettre en place, il y a tout ça, mais on a eu aussi beaucoup trop à vouloir tout de suite dire c'est mort, c'est à recycler, ce qui est un coût important. Aujourd'hui, notre entreprise, là pour le coup, on est vraiment les pionniers en France et cette dynamique est en train d'être suivie par d'autres maintenant. On a nous mis en place un système de seconde vie déjà. Une batterie, c'est pas forcément mort, ça se répare. Il y a 3 ans, on ne savait pas les réparer, mais aujourd'hui, on les répare. Et donner une seconde vie avant même de penser au recyclage, c'est déjà un premier acte vertueux. Bien sûr. Et donc recycler le plus tard possible. Ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, on propose des batteries reconditionnées, labellisées parfaitement. Voilà. Et ça doit déjà commencer par ça. C'est intéressant.
Bien. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Si vous n'avez rien à ajouter, Alors, Immobilityshop.com. immobilityshop.com. voilà. Alors, on a une entreprise encore en pleine croissance, hein, c'est un petit chiffre, mais un beau chiffre. On fait 1000 commandes par mois, 1000 expéditions par mois. En Alsace. En Alsace, ouais, d'Alsace. Et donc là, dans nos petits locaux, je vous disais 25 personnes, donc on déménage aux Erlennes, les locaux professionnels d'ici peu. Et on est encore en recherche, enfin en développement de notre pôle commercial. Donc, je profite de l'occasion. Voilà. Si vous cherchez du travail, c'est bien. Exactement. Si vous cherchez du travail, Immobility Shop, contact@immobilityshop.com pour nous envoyer votre CV ou lettre de motivation. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera pour un entretien, pour vous présenter l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Les jeunes personnes aussi qui ont envie de faire un stage en logistique, dans les imports, dans la communication, dans le service commercial, on accueille avec grand plaisir. C'est un partenariat gagnant-gagnant, quelque part, dans cette belle start-up que nous sommes. Et exactement, j'y viens. Enfin, c'est vrai qu'on dit qu'on s'est développé sur toute la France et en Europe. On a eu besoin de ce développement-là pour accroître notre activité, mais aujourd'hui, on a vraiment à cœur aussi, non pas de se faire connaître en Alsace, mais de faire aussi profiter tous les Alsaciens de l'expérience qu'on a aujourd'hui dans le domaine, du fait qu'ils aient un des acteurs premiers dans la mobilité urbaine, à la fois pour être conseillés, pour avoir des produits qualitatifs, pour avoir un SAV de proximité. On est là et on vous offre un code remise de 50 € avec le code Just for You. Donc, je te juste pour vous. Exactement. Exactement. Très bien, mais c'est aussi pour ça que je voulais vous entendre ce soir. C'est à la fois pour parler de mobilité, parce que c'est un sujet évidemment que vous pratiquez au quotidien dans vos produits, et aussi pour avoir cet échange sur les trottinettes, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et les choses évoluent, mais évoluent plutôt dans le bon sens. Mais également pour mettre en valeur votre société, parce que vous êtes un acteur important ici à Colmar, vous développez à Colmar, et en plus, vous avez des propositions d'emploi à faire. Donc, pour les internautes qui nous regardent, qui nous entendent, je le redis, dans matière commerciale, des stagiaires. Donc, c'est intéressant d'avoir pu avoir cet échange avec vous. Je vous remercie. Merci à toi. J'espère vous revoir bientôt. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore cette séance en vous rappelant quand même que, comme tous les samedis matins, vous savez que tous les samedis matins, je publie sur mon site et sur les réseaux sociaux, sur ma page, sur mon profil, sur mon compte Instagram et sur Twitter, mon compte-rendu hebdomadaire de l'activité et des propositions de loi auxquelles j'ai participé, des amendements que j'ai déposés de mon activité de parlementaire. Donc, vous le retrouvez à partir l'hebdo de la semaine, vous le retrouvez tous les samedis en début d'après-midi. Mais vous pouvez aussi aller sur mon site où régulièrement je mets des points de débat, des propositions, des vidéos sur le site yves.médinger.fr, yves.médinger. Yves.médinger.fr, oui, pardon. C'est la fin de la journée, c'est la fin de la semaine. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site. N'hésitez pas à me faire des propositions, à me faire part de vos réactions. C'est comme ça, ensemble, qu'on arrive à progresser. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Yves. C'est quoi, Yves? J'ai 2-3 questions.